Démarrons en effet. Merci de nous rejoindre, d'être présent. Merci à Catherine Guéguin. Je laisserai le soin à Jérôme de vous présenter. Merci vraiment à toutes et à tous de vous rendre disponible pour un rendez-vous que nous souhaitons peut-être ritualiser désormais, puisqu'il réunit de manière peut-être originale encore à la fois des parents, des enseignants, des responsables chef d'établissement du réseau de la mission laïque, mais pas uniquement. C'est une initiative de l'AMLF que d'inviter autour de la même table virtuelle l'ensemble des représentants de la communauté éducative. Il y a souvent aussi, en tout cas c'était le cas la dernière fois, des élèves également du lycée. Il nous semble en tout cas pour nous très important d'associer dans la réflexion aujourd'hui de ce que peut être l'école pour nos élèves que nous accueillons, d'associer l'ensemble des voix de la communauté éducative. Il ne peut pas y avoir de débat fructueux sans que chacun qui doit se sentir allié dans cette réflexion sur l'éducation se sente pleinement associé, partenaire dans le développement de l'enfant dans sa globalité. Et lorsqu'on réfléchit aux questions de développement de l'enfant dans sa globalité, la question justement des neurosciences affectives et sociales telles que Catherine Guéguin va pouvoir nous les présenter ce soir concerne toutes les parties de cette communauté éducative, parents, enseignants et bien entendu les élèves. Pour nous, c'est un enjeu majeur à la mission laïque que d'initier ce débat en associant toutes les parties. On considère que c'est sans doute ainsi que l'on peut faire avancer le débat. Nous voulions vous inviter, chère Catherine Guéguin, il y a 3 ans de cela, lorsque nous avions initié un cycle où la réflexion se voulait autour de l'enfant. Comment accueillir l'enfant pour ensuite l'accompagner en tant qu'élève. Et c'est un peu la transition et la frontière, d'une certaine façon, entre la famille, la maison, le domicile, et le monde de l'école où l'enfant devient élève. Pour nous éclairer, nous sommes véritablement ravis de pouvoir compter sur vous, sur vos travaux, votre longue expérience et vos nombreux ouvrages qui ont très souvent, sachez-le, agrémenté nos réflexions et nos débats ici à la mission laïque. Donc, c'est vraiment un plaisir immense que de vous accueillir parmi nous. Je cède bien volontiers la parole à Jérôme Train pour en dire un peu plus vous concernant. Merci beaucoup. Merci Michel. Alors effectivement, nous avons l'honneur donc de recevoir aujourd'hui le docteur Catherine Guéguin, pédiatre, formée en communication non violente et en aptonomie, qui est la science des interactions et des relations affectives humaines. Alors, elle a exercé à l'Institut hospitalier franco-britannique à Levallois-Perret et elle a créé, entre autres, un diplôme universitaire pour les médecins à la Sorbonne intitulé « Accompagnement de la parentalité, la qualité de la relation au cœur du développement de l'enfant ». Alors, elle est l'auteure de nombreux ouvrages pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau en 2014, je ne sais pas si on voit le livre, ou encore Heureux d'apprendre à l'école, comment les neurosciences affectives et sociales peuvent changer l'éducation en 2018. Voilà. Et puis d'autres ouvrages. Donc, Catherine Guéguin nous propose ce soir de poser un nouveau regard sur l'éducation à la lumière des neurosciences affectives et sociales. Voilà, le temps de conférence sera de 45 minutes et puis vous aurez une quinzaine de minutes pour les questions. Vous pouvez les poser dans le chat ou dans la partie questions-réponses et nous les prendrons volontiers pour les poser à la suite à Catherine. Voilà, je rappelle que vous pouvez choisir votre langue, français, anglais, espagnol, ainsi que les sous-titres en cliquant sur le petit globe en bas. Et vous avez la possibilité de changer la langue. Et puis, si vous voulez tweeter, n'hésitez pas à utiliser le hashtag École Ensemble. Voilà, je vous laisse la parole, Catherine. Alors, bonjour à tout le monde et je suis très heureuse et très émue de sentir et de voir qu'il y a le monde entier là ce soir. Et je remercie beaucoup la mission laïque française de m'avoir invitée et Jérôme Train avec qui je suis en contact depuis maintenant quelques mois pour organiser cette soirée. Donc, ce soir, je vais vous parler d'éducation à la lumière des neurosciences affectives et sociales. D'abord, je pourrais vous dire que quand j'ai sorti
toutes ces études des chercheurs du monde entier, j'ai été bouleversée et émerveillée par ce qu'ils nous apprennent et ce qu'ils nous apprennent à tous. Donc, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales? Eh bien, moi qui suis âgée, au XXe siècle, eh bien, on savait seulement que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Et donc, l'éducation et l'école étaient là pour développer les capacités intellectuelles, motrices, c'est-à-dire tout ce qui est sport, gymnastique, et sensorielles, c'est-à-dire la musique et la peinture. Quand est arrivée les neurosciences affectives et sociales, qui sont les sciences du cerveau vraiment du XXIe siècle, ça a été un vrai choc. Pourquoi? Parce que les chercheurs nous ont dit qu'une très grande partie du cerveau était dévolue aux émotions et aux relations. Et ça, on ne le savait pas du tout. Ça veut dire que maintenant, dans l'éducation, il faut vraiment, vraiment prendre en compte les émotions, aussi bien les émotions des adultes, des éducateurs, des parents, que des enfants, et d'apprendre comment avoir des relations satisfaisantes avec les autres. C'est ça le grand défi et la grande nouveauté des neurosciences affectives et sociales qui nous apprennent ceci. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Pour moi, c'est une véritable révolution parce que c'est une nouvelle vision de l'enfant. D'abord, ces chercheurs nous disent que l'enfant a un cerveau beaucoup plus immature, vulnérable et malléable que tout ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour nos enfants et nos adolescents. Ça, c'est très, très important. Une autre chose aussi que nous disent les chercheurs, très important, que l'être humain ne naît pas mauvais, méchant. Non, nous ne portons pas le mal en nous. On est tous à la naissance avec la capacité à être empathique et altruiste. Donc ça, c'est très, très important. Les chercheurs nous disent aussi que l'enfant petit, très souvent, il a des impulsions. Il peut taper, mordre, se rouler par terre, jeter ses jouets quand il a 2-3 ans. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que son cerveau est immature et qu'il ne peut pas faire face à ses émotions et à ses impulsions. Donc ça, c'est très important. Ça nous montre une autre vision sur l'enfant petit. Ensuite, ces chercheurs nous disent l'importance capitale du rôle des émotions. Au XXe siècle, les émotions étaient considérées comme des choses plutôt négatives. Il ne fallait pas montrer ces émotions. Alors que maintenant, on sait que les émotions ont un rôle dans la connaissance de soi, et quand on s'occupe des enfants, c'est très important qu'ils se connaissent, dans la réflexion, le sens moral, la capacité de faire des choix et d'apprendre. Ensuite, ces chercheurs nous disent que les humiliations verbales et physiques vont entraver le développement du cerveau de l'enfant. Et ça, c'est très, très important. Et donc, il va falloir arrêter de dévaloriser l'enfant et de le punir. Donc ça, c'est une vraie révolution pour le monde entier, parce que ces humiliations donnent des troubles du comportement. Et la dernière chose que nous disent ces chercheurs, et que moi je trouve extraordinaire, parce que maintenant on sait ce qu'il faudrait faire idéalement, eh bien il faudrait vraiment être empathique avec l'enfant, c'est-à-dire avoir une vraie qualité de relation. Il faudrait le soutenir, l'encourager, et c'est ça qui va permettre le développement de son cerveau. Et cette façon d'être, ça n'a rien à voir avec le laxisme. Ça, c'est très important. On ne laisse pas tout faire à l'enfant. Certainement pas. Ensuite, une petite note d'optimisme. Pour moi, je trouve que notre humanité progresse. La Suède a été le premier pays au monde à avoir promulgué une loi contre toutes les violences et les humiliations vis-à-vis des enfants. Et vous voyez, il y a 43 ans, c'était en 1979.
Et pour moi, il n'y a aucune raison que les autres pays ne comprennent pas également qu'il faut absolument arrêter toute violence vis-à-vis des enfants. Donc c'est ça aussi qui est une vraie révolution pour le monde entier. Parce que actuellement, l'UNICEF nous dit que la grande majorité des enfants subissent une discipline violente, verbale ou physique, soit à la maison, soit à l'école ou dans d'autres institutions. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Par contre, je n'en veux pas du tout aux adultes qui pensent qu'il faut punir les enfants, qu'il faut être très sévère avec eux parce qu'ils le font en croyant bien faire. Ils pensent que c'est comme ça que les enfants vont bien se comporter et bien travailler à l'école. Donc, les parents ou les éducateurs le font avec une bonne intention. Par contre, les chercheurs nous disent que maintenant, il faut sortir des humiliations verbales ou physiques. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'études. Et vous voyez que là, c'est une chercheuse qui a voulu savoir qu'est-ce que ça donne, ces éducations punitives et sévères qui sont sur toute la planète. Eh bien, ça donne le contraire de ce que souhaiterait l'adulte. L'enfant devient au contraire insensible, dur, sans empathie. Et très souvent, il va avoir des troubles du comportement. Il va devenir agressif, il peut devenir aussi anxieux, dépressif, il peut y avoir de la délinquance, du vol, des addictions à l'alcool et aux drogues. Donc, vous voyez qu'actuellement, on sait qu'il faut arrêter d'avoir des éducations sévères. En France, on a une loi qui demande que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique depuis juillet 2019, mais ça ne concerne que les personnes qui ont l'autorité parentale. C'est-à-dire que dans les autres lieux de vie, il n'y a pas encore cette loi qui empêche les violences physiques ou psychologiques. Alors là, je vous mets une carte du monde entier et qui vous montre les pays qui ont des lois qui protègent vraiment les enfants, d'autres s'ils sont entre les deux et encore entre les deux, et aussi des pays qui n'ont pas encore du tout de loi. Donc vous voyez que notre humanité progresse, mais qu'il y a encore beaucoup de pays qui devraient avoir vraiment une loi qui protège les enfants contre les humiliations verbales ou physiques. Alors, pour moi, il n'y a pas de fatalité, on peut rompre ce cycle de la violence. Et les chercheurs nous disent que quand on parle des émotions à un tout petit, eh bien, il va renforcer sa sociabilité naturelle. Ok, j'ai une coupure. Oui. Ensuite, Nancy Henselberg nous dit que plus l'enfant va vivre des expériences d'empathie, plus il va devenir sociable et moins il va développer des comportements agressifs et antisociaux. Et là, je vous le redis encore, et c'est extraordinaire de savoir ça, que la relation idéale avec l'enfant, c'est une relation empathique, soutenante, toujours le soutenir, et aimante, et c'est la condition fondamentale pour que le cerveau de l'enfant se développe de façon optimale. Alors, quelles sont les études scientifiques des effets de l'empathie et du soutien sur le cerveau de l'enfant? Nous avons un certain nombre d'études. Là, c'est une étude d'une jeune chercheuse de Londres qui montre, vous voyez que, alors, beaucoup d'études sont avec les mères, ça m'agace un peu, mais c'est comme ça, que vous voyez que quand les mères sont plus ou moins empathiques, eh bien, ça a des conséquences sur le développement du cerveau du bébé, déjà, vous voyez, entre 3 et 6 mois. Et vous voyez que quand les mères sont peu empathiques, le bébé va présenter moins de substances grises au niveau du cerveau émotionnel. Là, une autre étude qui nous vient de Singapour, une mère empathique va développer l'hippocampe.
L'hippocampe, c'est une structure cérébrale qui est dévolue à la mémoire et à l'apprentissage. Donc, vous voyez que l'empathie va agir directement sur le cerveau, en agissant sur l'hippocampe, et aussi des structures cérébrales impliquées dans le fonctionnement socio-émotionnel et la régulation des émotions. Et vous voyez, encore une fois, dès l'âge de 6 mois. Donc, vous voyez que notre façon d'être avec l'enfant va modifier structurellement le cerveau. Ensuite, un grand merci à Ariane Koch, cette jeune Hollandaise. Elle mériterait, à mon avis, le prix Nobel, parce qu'elle a fait une très, très longue étude sur 191 familles et les enfants ont été étudiés de 6 semaines à 8 ans. Elle montre que quand les deux parents sont empathiques durant la petite enfance, eh bien, à 8 ans, on a une augmentation de toute la substance grise du cerveau et on a un épaississement du cortex frontal, donc derrière notre front. C'est la partie la plus précieuse de notre cerveau. Encore une autre étude qui nous vient des États-Unis et encore une très longue étude de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Et Joan Luby nous dit que quand la mère soutient, encourage son enfant quand il est petit, son hippocampe, qui est donc dévolu à la mémoire et à l'apprentissage, va augmenter de volume. Et que cet impact va être d'autant plus important qu'il se déroule chez le tout petit, à l'âge préscolaire. Et qu'une attitude très, très soutenante durant la petite enfance va multiplier par 2 le volume de l'hippocampe. Et cet effet persiste jusqu'au début de l'adolescence. Ça veut dire quoi, une attitude soutenante? Eh bien, que quand l'enfant petit n'arrive pas à faire quelque chose, a des difficultés, au lieu de lui dire « Oh là là, je vois que tu ne comprends pas, ça ne va pas et tout », de lui dire « Ben oui, je vois que là, tu as des difficultés, mais je te fais confiance, tu vas y arriver, tu es capable. » Et ça, c'est très, très important d'encourager son enfant, de lui donner confiance. Ensuite, Sarah Whittle, qui est une grande spécialiste du cerveau des adolescents, nous montre que vous voyez, même à l'adolescence, rien n'est jamais perdu parce que notre cerveau est très, très malléable. Et bien que quand la mère a une attitude chaleureuse et soutenante, elle va agir sur ce cortex orbitofrontal dont je vais vous parler tout à l'heure. Ensuite, le maternage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est prendre soin, réconforter, consoler, câliner. Et à tout âge, on peut avoir besoin d'être materné. Eh bien, quand on materne un enfant, ça fait sécréter l'ocytocine, qui est la molécule de l'empathie, de l'affection. Ensuite, ça va augmenter un facteur de croissance des neurones. Ensuite, encore une fois, ça va densifier l'hippocampe. Et donc, ça va avoir des effets très positifs sur toute la maturation du cerveau. Et ça va agir sur les facultés intellectuelles et sur les facultés affectives. Donc, vous voyez que prendre soin, réconforter, consoler, câliner, agit directement sur le cerveau de nos enfants ou de nos adolescents. Le contact aussi a des effets très positifs sur la maturation cérébrale des enfants et sur le cortex préfrontal. Ensuite, quand on a un contact doux, respectueux, bien entendu, il va y avoir de l'ocytocine, la molécule de l'empathie, qui nous permet d'aimer l'ocytocine. Elle va faire sécréter la dopamine, qui nous donne du plaisir à vivre, de la motivation, de la créativité. Elle va permettre la sécrétion d'endorphines,
qui sont des molécules du bien-être, et ensuite de la sérotonine, qui nous donne une humeur stable. Mais vous voyez qu'au départ, c'est l'ocytocine, c'est-à-dire c'est l'affection qu'on a, l'empathie qu'on a pour les enfants et les adolescents. La sécrétion de cette fameuse ocytocine, de cette dopamine, elle est stimulée quand on aide les enfants à collaborer, à coopérer, et qu'on enseigne ou qu'on est avec l'enfant avec plaisir, et qu'ils ont du plaisir à être ensemble. Au contraire, cette sécrétion va être bloquée par la compétition, par les comparaisons et par le stress. Donc ça, c'est très, très important. À chaque fois qu'on stresse un enfant, eh bien, il n'y a plus d'ocytocine, ni de dopamine. Ensuite, l'importance du jeu. Les enfants ont absolument besoin de jouer et que rire, s'amuser est très bénéfique pour le cerveau. Et que dans ce cas-là, on va avoir une croissance des circuits du cerveau et on va avoir ce fameux BDNF, qui est un facteur de croissance des neurones, donc des cellules cérébrales, qui va augmenter dans nos lobes frontaux. Ensuite, l'ocytocine, cette fameuse molécule de l'empathie, de l'affection, elle est libérée quand on écoute de la musique. Et elle est très fortement augmentée quand on chante ensemble. Donc, quand on chante ensemble, les enfants, c'est extrêmement important. Ils sont heureux comme tout de chanter ensemble. Alors, comment on va appliquer ces découvertes en neurosciences affectives et sociales? Je vous ai parlé tout le temps de l'empathie. Eh bien, en développant l'empathie et les compétences qu'on appelle socio-émotionnelles et psychosociales, on va voir ce que c'est. Alors, l'empathie, il y a beaucoup de définitions de l'empathie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un travail sur les émotions. Et que l'empathie affective, c'est percevoir les émotions, les siennes d'abord, qu'est-ce que je ressens, et aussi celles d'autrui. Et quand on est professionnel, sans être dans la confusion entre soi et autrui, ça veut dire que si vous êtes enseignant et que vous avez un enfant en détresse ou un parent en détresse, ne portez pas la détresse de l'enfant sur vos épaules, parce que sinon, vous ne pouvez pas l'aider. C'est-à-dire que vous allez sentir sa détresse, mais ne la portez pas sur vous. Ensuite, l'empathie cognitive, c'est comprendre pourquoi on a telle ou telle émotion, nous, adultes, et comprendre pourquoi l'enfant ou le parent a telle ou telle émotion. Et ensuite, d'après Jean de Setti, qui travaille à Chicago, il définit une autre facette à l'empathie qui est la sollicitude empathique. C'est ce qui va nous inciter à prendre soin de nos émotions et de celles des autres. Ça veut dire que si vous avez un enfant en détresse, il va falloir prendre soin de sa détresse. Alors, je vous l'ai dit en commençant, être empathique ne veut pas du tout dire être laxiste, non. L'adulte doit élever son enfant, c'est-à-dire lui transmettre des valeurs, lui poser un cadre, savoir dire non, évidemment, mais il le fait sans humilier l'enfant, en comprenant pourquoi l'enfant ou l'adolescent a telle et telle émotion. Et on lui parle avec des mots très simples, sans faire de longs discours, sans faire la morale, parce que sinon les enfants ne vous écoutent pas. On dit juste, on ne dit pas telle chose, on ne fait pas telle chose. Et toujours en donnant confiance à l'enfant. Je te fais confiance, tu vas apprendre à ne plus dire ceci, à ne plus faire cela. Alors, c'est quoi les compétences socio-émotionnelles? Eh bien, c'est la connaissance des émotions qui nous traversent en permanence. Et on a une vie affective très riche, on a énormément d'émotions.
Et il faut savoir mettre des noms sur nos émotions sans aucune culpabilité. Il va falloir savoir les exprimer, il faut savoir les réguler et comprendre leurs causes aussi. Une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, ça nous permet d'avoir des relations satisfaisantes parce qu'on va savoir comprendre l'autre qui est traversé comme nous par des émotions. On va pouvoir l'écouter, coopérer avec lui, résoudre les conflits, avoir une pensée critique. Eh bien, les chercheurs nous disent que ces compétences, quand elles sont développées chez les enfants, elles sont liées à la réussite scolaire. Alors, les compétences psychosociales, elles sont recommandées par l'OMS, elles sont recommandées aussi par l'Éducation nationale en France. C'est les compétences émotionnelles qu'on vient de voir, avec en plus gérer son stress. Ensuite, les compétences sociales, c'est communiquer de façon positive, développer des relations positives, s'affirmer et résister à la pression sociale, c'est très important actuellement avec les réseaux sociaux. Et les compétences cognitives, c'est savoir résoudre les problèmes, s'auto-évaluer positivement et la pratique de l'attention. Donc, vous voyez que ce que nous demande l'Éducation nationale française et l'OMS, ce sont des compétences qu'il va falloir apprendre à développer. Et c'est extrêmement intéressant. Mais ça s'apprend et ça se travaille. En 2021, il y a 2 livres qui sont sortis sur ces compétences psychosociales. Et j'ai eu l'honneur de faire la préface de ces 2 livres. Ce sont 2 livres très pratiques et qui sont très, très utiles pour les enseignants. Là, j'ai écrit un livre sur justement ces compétences sociales et émotionnelles. Et vous avez aussi l'école en pleine conscience, cette professeure américaine qui nous parle de la pleine conscience et aussi du développement des compétences sociales et émotionnelles. Il existe des programmes pour développer l'empathie, vous voyez. Et là, c'est une chercheuse australienne qui a analysé ces programmes-là. Et elle a vu que l'empathie, oui, peut se développer par différentes méthodes, en expérimentant ce que ça fait par des jeux de rôle, le théâtre, de la lecture, de la méditation, de l'évaluation, du feedback. Et vous voyez, je vous ai mis que le stress va diminuer l'empathie. Donc ça, c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que quand on est stressé, on sécrète du cortisol. Et le cortisol va empêcher le développement de l'ocytocine, la molécule de l'empathie. Il y a des formations pour développer ces compétences sociales et émotionnelles en France. Je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres pays. Là, je vous laisserai le diaporama. Il y a eu en France, mi-décembre, le premier séminaire sur le développement des compétences psychosociales des enfants pour favoriser un déploiement national. Et vous pouvez visionner ce séminaire en replay sur le site de santépubliquefrance.fr. Et je vous ai mis que M. Thomas Leroux de la DGESCO s'est engagé lors de ce séminaire à former tous les professionnels de l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour la France. Alors, quand on est enseignant, vous le savez tous, ça peut être quelque chose d'extraordinairement joyeux et qui donne du sens à sa vie, mais ça peut être aussi très difficile. Et en fait, être enseignant, ça demande un vrai travail d'empathie vis-à-vis de soi-même, des parents et des enfants. Et pour moi, je le dis toujours aux enseignants, il faut vraiment une cohésion d'équipe basée sur l'empathie. C'est vraiment indispensable dans les établissements scolaires.
C'est-à-dire qu'il faut que les enseignants se comprennent entre eux. Alors oui, je vous ai dit qu'on essaie avec de l'empathie, avec de l'ocytocine. Mais alors, pourquoi tout le monde n'est pas empathique? Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que dès la première année de vie, beaucoup d'enfants subissent des humiliations verbales et physiques. Est-ce qu'on peut devenir plus empathique? Oui, on peut devenir plus empathique. Mais pour ça, il faut recevoir de l'empathie, donc de la compréhension et du soutien, venant d'abord de nous-mêmes, c'est l'auto-empathie, mais aussi de notre entourage. Donc, c'est très important de s'encourager, de se donner du soutien, de la bienveillance, de la compréhension. Soyez votre meilleur ami. Tu fais de ton mieux, tu vas y arriver. À l'inverse, plus on se stresse, je vous l'ai déjà dit, plus votre capacité d'empathie va diminuer. Il y a beaucoup de burn-out chez les enseignants, chez les parents aussi. Eh bien, le premier facteur protecteur de burn-out, c'est d'avoir de l'autocompassion, c'est-à-dire s'encourager et de voir consciemment tout ce qu'on fait de bien en tant que professionnel. Et quand on a de l'autocompassion, c'est les chercheurs qui nous disent ça, c'est pas moi, Catherine Guéguin, eh bien, ça fait progresser, ça augmente notre sentiment de confiance, de compétence et ça prévient le burn-out. Ensuite, je voulais vous dire que, et pour moi c'est très important, que faire des erreurs, ce n'est pas grave et qu'on fait tous des erreurs et que surtout dans le domaine éducatif, il faut juste le reconnaître quand on se trompe. Et ça, je peux vous assurer qu'on ne perd pas son autorité, c'est le contraire. Les enfants, les adolescents vont nous voir comme des vrais humains. Et ils vont comprendre que nous, les adultes, on commet des erreurs comme lui et qu'on apprend de nos erreurs. Et je peux vous assurer que l'enfant vous respectera beaucoup plus si vous avez été capable de reconnaître vos faux pas. Je suis désolée, je regrette de t'avoir dit ça, de t'avoir menacé, puni. J'étais très énervée. Et j'ai réagi immédiatement sans réfléchir. Je ne souhaite plus me comporter comme cela. Eh bien, dans ce cas-là, si on se comporte comme un humain normal, l'enfant va vous imiter. Et dans ce cas-là, il ne va pas cacher ses faiblesses, il ne va pas vous mentir. Il va être capable de vous parler de ses difficultés. C'est l'auto-évaluation. Et il ne va pas s'effondrer quand il fera des erreurs. Et ça, c'est très, très important. Alors, nous avons vu que les émotions sont essentielles. Alors, les émotions, ce sont des réactions involontaires. C'est une réaction à un événement extérieur. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Donc, il n'y a pas de jugement moral à avoir sur nos émotions. Elles sont seulement agréables ou désagréables. Et elles sont là pour nous renseigner sur ce qu'on souhaite, sur nos besoins profonds. Quand on a des émotions agréables, c'est-à-dire qu'on est serein ou joyeux, ça veut dire que nos besoins très profonds sont satisfaits. Par contre, quand on est en colère ou triste, eh bien, ça veut dire que nos besoins très profonds ne sont pas satisfaits. Donc, vous voyez que nos émotions nous aident à nous connaître. Le premier qui a décrit le circuit cérébral des émotions, vous voyez que c'est très récent, c'est en 1995. C'est Antonio Damasio. Et il nous dit que les émotions influencent notre vie tout entière, notre vie affective, bien entendu, mais aussi notre façon de penser
de faire des choix, d'apprendre, d'agir et notre sens éthique et moral. Beaucoup d'adultes et beaucoup d'enfants aussi ne sont pas connectés avec leurs émotions. Quand on n'a pas été autorisé à exprimer nos émotions, c'est-à-dire quand on nous a dit « mais arrête de pleurer, va dans ta chambre, va faire ta colère ailleurs », eh bien, on n'est pas connecté à ces émotions. On considère que les émotions négatives, dites négatives, les émotions désagréables, sont mal et qu'il faut les cacher. Et beaucoup de petits garçons sont élevés, on leur dit « un garçon, ça doit être fort, ça ne doit pas montrer ses faiblesses ». Donc, c'est très, très important que les petits garçons, comme les petites filles, puissent parler de leur tristesse, de leur anxiété, de leur colère. Ce n'est pas mal, c'est extrêmement important. Ensuite, quand on a subi beaucoup d'humiliation, eh bien, pour ne pas souffrir, on dit que tout va bien. Donc, être connecté à ses émotions est primordial pour notre vie affective, puisque si on ne ressent rien, on ne peut pas aimer. Pour notre travail, si on n'est pas motivé pour notre travail, on ne peut pas travailler correctement. Pour notre sens éthique et moral, si on ne ressent rien vis-à-vis d'autrui, on peut faire n'importe quoi, on peut le maltraiter. Et pour savoir prendre des décisions et faire des choix, c'est extrêmement important. Si tout nous est égal, on ne peut pas choisir. Donc, je vous ai dit que les émotions nous aidaient à nous connaître. Oui, pourquoi? Eh bien, il faut pouvoir se dire, mais qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Donc ça, c'est très, très important. Et ça nous permet de savoir vers quoi nous voulons orienter notre vie pour être en accord avec ce que nous souhaitons profondément. Ensuite, très important de savoir que nos émotions donc, sont primaires et ensuite, il faut que notre intellect, notre intelligence comprennent pourquoi on a telles émotions. Parce qu'elles sont le reflet de nos besoins fondamentaux. Par exemple, vous voyez un enfant qui a un comportement tout à fait inadmissible. Donc, vous êtes enseignant et donc vous êtes en colère contre cet enfant. Eh bien, pourquoi vous éprouvez cette colère? Eh bien, généralement, parce que vous êtes inquiet vis-à-vis de cet enfant-là. Vous auriez besoin de comprendre pourquoi il fait cette colère. Et vous auriez peut-être aussi besoin d'être formé pour savoir comment réagir vis-à-vis de cet enfant. Les besoins fondamentaux sont communs à tous les êtres humains. On a tous les mêmes besoins. On a besoin d'aimer, d'être aimé. On a besoin d'être en sécurité. On a besoin de relations, d'accomplissement, d'autonomie, de reconnaissance, besoin d'apprendre, de comprendre. Eh bien, quand on réalise que nous avons tous les mêmes besoins, il est plus facile de comprendre les autres. Et vous qui vous occupez d'enfants, vous savez que le premier besoin chez l'enfant, c'est d'abord d'être en sécurité affective. Et ensuite, il a tous les autres besoins. Donc, exprimer nos émotions, c'est très, très important. Et qu'elles soient agréables ou désagréables, ça nous fait du bien. Et ça nous aide à avoir des relations satisfaisantes. Alors, les scientifiques nous disent que exprimer, partager nos émotions agréables est très bénéfique. Car cela, vous voyez, je vous ai mis plein de raisons pour lesquelles il faut partager nos émotions agréables. Ça décuple nos sensations agréables. Ça va diminuer le stress et la fatigue. Ça augmente les défenses immunitaires.
Et en ce moment, avec la pandémie, c'est très important. Ça confère une meilleure santé mentale. Ça permet un meilleur fonctionnement intellectuel. Ça favorise la résilience. Ça augmente la résolution de problèmes complexes, la créativité, l'ouverture au changement. Ça améliore les relations. Il y a moins d'étiquettes, moins de dogmatisme, moins de jugement. Donc, vous voyez, exprimer, partager nos émotions agréables, c'est très bénéfique. Ensuite, exprimer nos émotions désagréables, ça nous fait beaucoup de bien. Il faut pouvoir dire, vous, enseignants, et les enfants aussi, quand on est triste, anxieux, en colère, dès qu'on arrive à dire ces mots-là, eh bien, la sécrétion des molécules de stress va diminuer. L'amygdale cérébrale va s'apaiser. Et donc, nous allons être moins stressés, nous allons avoir moins de cortisol, moins d'adrénaline. Donc, il faut apprendre à parler de nos émotions désagréables. Quand on est adulte, oui, il faut exprimer ses émotions, mais sans culpabiliser l'autre. Ça veut dire que si vous êtes énervé parce que l'enfant a un comportement inadéquat, si vous lui dites « tu m'énerves », ben, il va se sentir en faute, responsable de votre énervement. Il va se vivre comme n'étant pas un enfant bien, il va perdre confiance en lui. Donc, quand on commence à être énervé, nous adultes, et on apprend ça aussi aux enfants, ça veut dire qu'on a atteint nos propres limites. Et il faut savoir réguler notre énervement. Plus on est attentif à nos émotions, plus on peut les réguler. Là, par exemple, je sens que j'ai atteint mes limites, je sens que la colère monte, ça veut dire qu'il se passe des choses dans mon corps. Je commence à avoir la voix qui tremble, je sens que mon cœur s'accélère. Eh bien, il est temps que je fasse une pause, que je m'éloigne, que je respire tranquillement. Donc, les émotions, elles commencent par notre corps. On sent ce qui se passe. Donc, ça, c'est très important de sentir quand on apprend, on atteint nos propres limites. Quand on sent qu'on a des émotions désagréables vis-à-vis d'un enfant, on va s'apaiser quand on accepte ces émotions désagréables comme quelque chose de normal. Oui, tiens, là, je suis en colère, ou oh, je suis anxieuse vis-à-vis de cet enfant-là, ou je suis un peu triste de le voir comme ça. Tout de suite, notre amygdale cérébrale va sécréter moins de molécules de stress. Quand on change de regard sur l'enfant, en le voyant comme un être très fragile, très immature, qui ne sait pas encore bien contrôler ses émotions, on s'apaise quand on reçoit de l'empathie. Et quand également nous trouvons dans notre vie quotidienne des moments qui nous font du bien. Je vous parle de la communication non violente parce que ça développe les compétences sociales et émotionnelles et que moi, je me suis formée il y a très longtemps en communication non violente. Ça vient des États-Unis, de Carl Rogers, et son élève et collaborateur était Marshall Rosenberg. Et elle permet de créer une qualité de relation et c'est un travail d'auto-empathie et d'empathie. Et vous avez une association en France qui s'occupe de CNV Éducation. Alors, je vous l'ai dit, jusqu'à 5 ans, le cerveau de l'enfant est très, très immature. Il n'est pas encore capable de faire face à ses émotions. Et donc, l'enfant petit, il va se contrôler très difficilement. Eh bien, ce ne sont pas des caprices, mais c'est la conséquence de l'immaturité de son cerveau. Donc, l'enfant ne le fait pas exprès d'avoir des tempêtes émotionnelles. L'être humain ne naît pas violent, agressif,
Je vous ai mis, mais les enfants de 2 ans, ils mordent et ils frappent. Oui, beaucoup. Eh bien, ils le font quand ils se sentent en danger ou quand leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, leur cerveau émotionnel et archaïque est dominant et ça le fait réagir. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Alan Shore nous dit que la maturation du cortex orbitofrontal, qui est un cortex très, très important, qui nous permet de réguler nos émotions, d'être empathique, de savoir faire des choix, d'avoir un sens éthique et moral, eh bien, il va se développer si l'enfant reçoit de la sécurité affective, de l'écoute et de la bienveillance. Et l'inverse est vrai. Alors, quand un enfant a une tempête émotionnelle, ou aussi un adolescent, au lieu de le punir, eh bien, il faudrait faire l'inverse. Vous voyez, c'est là où c'est une révolution éducative. Il faudrait être empathique, comprendre ses émotions. Il faudrait pouvoir l'apaiser et l'aider à exprimer ses émotions. Eh bien, les chercheurs nous disent que quand on arrive à faire ça, on permet le développement global de son cerveau. Au contraire, quand l'enfant a une tempête émotionnelle, si on ne le console pas, si on ne l'apaise pas, il y a du cortisol qui est très toxique pour le développement de son cerveau. Donc, vous voyez qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile de faire ça. Dans une classe, qu'est-ce que ça fait quand on met en œuvre ces compétences socio-émotionnelles? Évidemment qu'on va accepter l'enfant ou l'adolescent comme une personne, mais tous les comportements ne sont pas acceptables, bien entendu, et qu'il faut des règles. Et ça contribue à la sécurisation de tout le monde, bien entendu. Les enseignants, quand ils développent leur capacité d'empathie, d'écoute, de reformulation, ça va être extrêmement, extrêmement important pour l'enseignant et pour les enfants. C'est quoi un accueil empathique en classe? On accueille les émotions des enfants, on accueille les besoins derrière les émotions. On co-construit le cadre de vie en classe, c'est-à-dire qu'en classe, on ne se moque pas, on n'insulte pas, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de comparaison. Et ça apprend le respect de l'autre. Et normalement, on n'exclut pas. Eh bien, quand on réussit à avoir cet accueil empathique, ça favorise l'expression et ça crée de la confiance. Les compétences chez les enseignants, eh bien, évidemment qu'ils vont savoir être proches avec leurs élèves, ils ressentent un sentiment de compétence et d'accomplissement, et ça prévient le burn-out. Donc, vous voyez que c'est très important que les enseignants soient formés. Et chez l'enfant, quand on développe ses compétences, il progresse sur tous les plans, personnels, dans ses relations et dans sa réussite scolaire. Les États-Unis ont beaucoup d'argent pour faire des études. Et là, c'est une très grande étude. Vous voyez, sur 270 000 élèves, de l'école maternelle au secondaire. Eh bien, quand ces enfants ont eu une formation pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, les qualités des relations s'améliorent, les troubles du comportement diminuent et les résultats scolaires s'améliorent. Et vous voyez que Karen Bierman nous dit que même chez des enfants très pauvres, ces enfants progressent sur tous les plans et que ces bénéfices sont stables à l'école élémentaire. Là encore, une étude chez des enfants de quartiers très pauvres, eh bien, quand on développe ces compétences sociales et émotionnelles,
eh bien, ils sont mieux préparés à la lecture, à l'écriture, au calcul, et ils deviennent plus coopérants et plus empathiques. Ensuite, dans une classe, quand un élève disjoncte, a une tempête émotionnelle, eh bien, Timothy Kirby nous dit que être proche et chaleureux avec ces enfants-là, individuellement, ça va avoir des répercussions sur toute la classe. Parce que tous les autres élèves vont voir l'enseignant être empathique, comprendre l'enfant qui a une tempête émotionnelle. Et donc, vous voyez que les enfants vont beaucoup mieux après. Je vais laisser le PowerPoint, donc vous pourrez le revoir tranquillement. Là, c'est une étude qui nous vient d'Italie, chez les enfants tout petits, eh bien, qui nous montre que quand on lit une histoire aux enfants, il faut leur parler de leurs propres émotions en écoutant les histoires et des émotions des personnages et de comprendre leurs causes, comment ils les régulent. Eh bien, vous voyez que ça développe globalement leur langage et c'est extrêmement important de développer le langage chez les petits et ça augmente les comportements d'entraide, l'expression des émotions et de leur compréhension. Donc, vous voyez que lire des histoires, c'est très important, mais insister ensuite sur les émotions. Catherine, je me permets de peut-être vous interrompre pour vous terminer le propos. Il nous reste quelques minutes et on a quelques questions. Donc, voilà, je vais arrêter là. Très bien. Du coup, vous avez terminé. Non, je n'ai pas terminé, mais je laisserai mon diaporama. Très bien. Il nous reste quelques minutes peut-être pour les questions. Nous avons eu quelques questions dans le chat et dans les questions-réponses. Je vais vous les poser. Alors, une question de Carole. Le cerveau d'un enfant qui n'a pas eu le support affectif nécessaire à son bon développement cognitif est-il endommagé définitivement ou peut-il se développer plus tard avec le soutien approprié? Alors, les enfants ont un cerveau très malléable. On a un cerveau malléable jusqu'à la fin de notre vie. Mais les enfants ont un cerveau beaucoup plus malléable. Donc, les enfants qui ont souffert dans leur toute petite enfance, qui ont eu beaucoup de difficultés, s'ils ont la chance d'avoir un enseignant qui leur tend la main, qui est empathique, qui les comprend, eh bien, je peux vous assurer que ça leur permet de résilier. Et je peux vous assurer que beaucoup d'adultes m'ont parlé d'un enseignant qui leur a permis de résilier de vies extrêmement difficiles dans leur enfance. Donc oui, il suffit parfois d'un seul adulte qui est empathique, chaleureux et soutenant. Merci. Je regarde un peu les différentes questions. Alors, on avait une question qui était, voilà, on parle de maternage de l'enfant pour développer l'empathie de l'enfant. Est-ce une responsabilité uniquement maternelle ou bien pourrions-nous parler de paternage également? Alors, le mot maternage, je ne l'aime pas parce que justement, tout le monde est capable de materner. Et ce n'est pas du tout réservé qu'aux femmes. Et ce n'est pas réservé qu'aux bébés. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut avoir besoin d'être materné. Et je vous ai dit que pour moi, dans une école, il est très important que les enseignants entre eux développent de l'empathie entre eux. Et que quand il y en a un justement qui a un souci, de pouvoir prendre soin de celui qui a du souci, ça va l'aider à résilier justement et à aller mieux. Donc, et ça agit sur le cerveau. Donc, le maternage, c'est à n'importe quel âge et un homme est aussi capable qu'une femme de materner. Très bien, on avait aussi une autre justement qui allait dans ce sens, une question. Pourquoi la quasi-totalité des études sont faites sur des femmes et non pas des hommes? Alors, parlant de l'empathie. Alors, je l'ai dit, ça m'agace que ce soit toujours les mères. Il commence à sortir des études avec les pères, mais il y en a moins. Mais je vous ai parlé
de cette étude de cette jeune Hollandaise, Rianne Koch. Elle a fait une étude sur les deux parents, le père et la mère. Et il y a aussi des études dont je ne vous ai pas parlé qui sont avec les pères aussi. Et pour moi, un enseignant, j'en suis persuadée, aurait les mêmes effets sur le cerveau des enfants. J'en suis persuadée. Il n'y a pas encore d'études de ce que fait les enseignants, de ce que font les enseignants sur le cerveau des enfants. Mais je suis persuadée que ça fait la même chose. C'est-à-dire que quand on a un regard empathique, on sécrète soi-même de l'ocytocine et on fait sécréter de l'ocytocine à celui qui le reçoit. Qu'on soit père, mère ou enseignant. Donc, vous voyez que les enseignants, pour moi, ils ont un rôle très, très important sur le développement du cerveau de l'enfant. Quand ils sont empathiques, soutenants, c'est extrêmement important et chaleureux. Merci. Alors, on n'avait pas beaucoup de questions pendant votre propos et là, on a plein de questions. Alors, j'essaie de regarder les questions qu'on pourrait… on a une question de Julie qui dit « En tant que parent d'une génération dont le droit à l'erreur n'était pas autorisé, quel serait le premier conseil à mettre en place en priorité auprès d'adolescents, notamment, pour ce droit à l'erreur ?» C'est d'abord soi-même, adulte, qui devons être complètement humains et de reconnaître qu'on fait des erreurs. Pour moi, nous sommes des très puissants modèles, nous les adultes, qu'on soit parents ou enseignants. Et donc, c'est d'abord soi-même, mais on n'est jamais parfait, ça n'existe pas. Et donc, c'est d'abord à nous, adultes, de reconnaître qu'on se trompe très souvent. Et le fait de faire ça, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, on pourra dire à l'adolescent ou à l'enfant, ben, tu vois, moi, je fais des erreurs très souvent, ben, comme toi, et on apprend de nos erreurs, bien entendu. Et je le redis, ce n'est pas pour ça qu'on ne perd son autorité. Du tout, du tout, du tout, du tout. Une question pratique de Anne. Les enfants qui mordent ou tapent, comme vous le disiez, encore à 5-6 ans, équivalent grande section de maternelle, est-ce encore lié à l'immaturité du cerveau ou cela peut-il être lié à autre chose? Alors, comme je l'ai dit, taper, mordre, c'est quand l'enfant est dépassé par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le comprendre et comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui. Et si on lui dit arrête et on le punit, ça va continuer et ça peut continuer. Alors, ça va avoir d'autres expressions d'agressivité, mais ça va continuer. Donc, il faut être parent ou être éducateur ou être enseignant d'enfants petits. Il faut beaucoup, beaucoup de patience et beaucoup de compréhension. Et il faut pouvoir répéter, répéter, répéter les choses et surtout ne pas s'énerver. Donc, avoir un enfant qui mord à 5 ans, il faut absolument comprendre ce qui se passe et l'apaiser et surtout ne pas le stresser. Et lui dire qu'il va apprendre à ne plus mordre. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi il mord. Merci. Alors, on arrive à la fin et peut-être on peut vous poser encore une ou deux questions. Oui, bien sûr. Alors, une question de Caroline. En pratique, si un enfant ne respecte pas une règle, comment réagir? Quelles sont les conséquences? Pourquoi ne parle-t-on plus de punition? Point d'interrogation. Dans certains cas, il y a des conséquences quand on ne respecte pas la règle, franchit une limite. Oui. Voilà. Alors, par exemple, tout dépend de quelle est la règle franchie. Qu'est-ce que l'enfant a fait? C'est-à-dire que vous voyez, qu'est-ce que nous disent les chercheurs? Ce n'est pas moi qui le dis, mais moi j'adhère totalement à ça. Quand l'enfant ne respecte pas une règle, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Est-ce qu'on a co-construit les règles avec lui? Est-ce qu'on lui a fait comprendre pourquoi il y a telle règle? C'est-à-dire qu'il faut entamer un dialogue avec lui. On lui rappelle, ça, non, ça c'est interdit, parce que telle ou telle chose, c'est tout. Il faut être très bref. Et ensuite, comprendre pourquoi lui, il a pas respecté la règle. Vous voyez, c'est le dialogue. Bien sûr que c'est très compliqué quand je dis qu'on ne punit pas. Pourquoi? Parce que
toute la planète entière avec les enfants ont toujours puni depuis des millénaires. Et que beaucoup d'adultes ont été punis eux aussi dans leur enfance. Eh bien, comment j'essaye de faire comprendre? Eh bien, si notre conjoint nous punissait, qu'est-ce qui se passerait vis-à-vis de notre conjoint? Eh bien, je peux vous assurer que dans ce cas-là, la relation avec lui serait totalement coupée. Et on serait très en colère vis-à-vis de notre conjoint. Eh bien, avec l'enfant, il se passe la même chose. C'est-à-dire que quand on punit un enfant, eh bien, l'enfant commence souvent à avoir peur de l'adulte et la relation affective avec lui est rompue. Et avec un être humain qui se construit, avec un enfant et un adolescent, il faut garder le lien avec l'enfant et l'adolescent. C'est extrêmement important. Il faut le comprendre. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Oui, effectivement. On gardera, alors on a aussi plein de messages qui ont énormément apprécié ce que vous avez dit, donc on sauvegardera le clavardage et puis on vous en fera part. Une question de représentant de la Fédération des associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger à propos est-ce que vous avez des conseils pour les enfants harceleurs? Alors, là, c'est toujours la même chose. Hein. Quand un enfant a un comportement inadéquat, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'il puisse dire, lui, qu'est-ce qu'il ressent. Pourquoi il fait ça? Au lieu on lui dit, bien entendu, on ne harcèle pas, bien entendu, mais après, il faut le comprendre. Et il faut qu'il comprenne qu'est-ce que ça fait sur celui qui est harcelé. Vous voyez, c'est le travail sur les émotions. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'empathie vis-à-vis de lui, même celui qui harcèle. Vous voyez, moi, je me suis beaucoup occupée dans ma vie de parents maltraitants. Il fallait que, bien sûr, je les comprenais d'abord. Je comprenais pourquoi ils maltraitaient leurs enfants. Et c'est à partir de ce moment-là que je pouvais les aider. Donc, toujours comprendre les enfants qui n'ont pas le comportement que l'on voudrait. Et entamer un dialogue avec eux. Alors, une question en dehors des enfants, et puis peut-être ce sera la dernière parce qu'on a dépassé. Pourquoi y a-t-il des adultes qui ont des réactions immatures comme un enfant de 4 ans face à une colère de leurs enfants? Parce qu'ils n'ont pas eu l'enfance qu'ils auraient dû avoir. Et la majorité des adultes ont eu des éducations punitives et sévères, puisqu'on ne savait pas tout ça. Il ne faut pas du tout se culpabiliser, parce que toutes ces recherches-là sont très récentes et nous demandent vraiment, il faut qu'on soit accompagné, c'est une révolution éducative. Donc, ça va se faire. Vous voyez, la Suède a changé en une génération. Il faut au moins une génération pour essayer de changer vraiment de comportement. Donc, ça va se faire. Il faut s'entraider entre nous. Vous voyez, il faut que les adultes parlent entre eux des difficultés d'éducation et de leurs émotions. Et les enseignants aussi. Alors, beaucoup de remerciements dans le clavardage. Peut-être terminera-t-on par une question aussi que pose Claude par rapport à votre diapo sur coopération, compétition dont vous avez parlé. Alors, Claude vous demande, comment donner le goût de la compétition sans nuire à la sécrétion de l'ocytocine? Alors, pour moi, la compétition entre les enfants, vous voyez, en classe, pour moi, ce n'est pas bon. Par contre, sentir que quand on progresse, quand on apprend et qu'on progresse soi-même, oui. Donc, pour moi, je ne parle pas de compétition. Je dis que qu'est-ce qui donne envie de vivre, c'est de savoir qu'on peut toujours progresser. Et les chercheurs nous disent qu'on peut toujours progresser, nous. Donc, si on dit ça à l'enfant, je peux vous assurer, ça c'est des recherches qui nous le disent, l'enfant progresse. Donc, ce n'est pas par rapport aux autres, ça je m'en fiche totalement,
c'est de savoir que nous-mêmes, on peut progresser aussi bien intellectuellement que dans notre vie affective aussi. Merci beaucoup, Catherine. Je pense, alors on n'a pas répondu malheureusement à toutes les questions, mais voilà, on a déjà dépassé l'heure qui était prévue. On a encore plein de questions et plein de remerciements. Je pense que vous allez peut-être venir nous revoir, peut-être l'année prochaine. Je vous en parle à chaque fois, mais effectivement, tout le monde a trouvé vraiment votre intervention très intéressante. Comme je disais, on va sauvegarder le clavardage. Voilà. Pour tous les collègues et les gens qui sont là, cette intervention a été enregistrée et sera disponible sur le site Repenser l'école ensemble. Oui. Alors, si je peux me permettre, vous voyez, si j'interviens une autre fois, je pense que dans ce cas-là, mon intervention serait très, très courte et beaucoup, beaucoup de réponses aux questions. Eh bien, rendez-vous est pris. Et très bien, ce sera très intéressant de faire ainsi. Tout à fait. Merci. Merci Bonne à tout soirée. le monde. Et moi, j'ai été très heureuse de participer là ce soir et très émue de voir qu'il y a des gens du monde entier. Hein. C'est très émouvant. Hein. Non, merci infiniment, Catherine Guéguin, docteur. Merci de vos lumières et de toutes les réponses à de nombreuses questions qui se sont posées, mais surtout des messages forts que vous avez su passer et qui concernent bien toute la communauté éducative, parents, enseignants, élèves. C'était exactement ce que nous souhaitions. Il y a même une remarque, je ne résiste pas à l'envie de la lire, d'un enfant de 7 ans qui vous a écouté subrepticement et qui a compris justement que l'enseignant ne devait pas mal lui parler. En tout cas, il a retenu la leçon et la maman, je suppose, vous remercie chaleureusement. Donc, vous voyez, les enfants eux-mêmes ont été attentifs à vos propos et je retiens votre proposition pour un autre rendez-vous parce que vous avez encore beaucoup à nous apporter. Merci infiniment. Merci à la FAPE, aux fédérations de parents d'élèves qui se sont mobilisés pour participer à cet événement majeur de la MLF. Merci Jérôme pour l'animation. Merci encore infiniment à vous et aux traducteurs pour la version anglaise, espagnole, très appréciée, appréciable aussi. Merci à vous.